Ok, bonjour à tout le monde. Je vais donc vous parler de la complexité conscience chez Teilhard de Chardin, donner quelques éléments clés de cette complexité conscience. Voilà, dans la considération du vaste processus d'où émerge la vie, Teilhard, et ça sera mon introduction, va se situer pour la complexité conscience, va se situer sur trois plans d'analyse différents. Et c'est important de les repérer et de les articuler. Le premier plan, c'est la phénoménologie, et la phénoménologie de l'évolution en particulier. Il va regarder comme paléontologue, comme homme de science, avec les connaissances de son époque, bien sûr. Le deuxième plan, c'est la métaphysique, avec la question du sens, la question de la finalité. Il ne situe pas sur le plan scientifique, sur le plan métaphysique. La deuxième dimension, c'est la dimension de sa foi chrétienne, avec notamment la vision du Christ cosmique des épîtres de Saint Paul et des textes de Saint Jean. Et dans son exploration de l'évolution, puisque c'est ça la base, et la loi de complexité conscience qu'il va proposer, on va retrouver ces trois plans en articulation. C'est ce qu'on appelle une synthèse, c'est-à-dire une recherche de cohérence entre les trois domaines. Il ne s'agit pas d'un concordisme, je le dis à l'avance, mais bien d'une synthèse que l'on peut évidemment discuter aussi bien sur chacun des plans que sur la globalité. Et je tenterai ici de souligner à chaque étape des éléments venant des trois plans et leur articulation selon Teilhard de Chardin, ce qui n'est pas si simple à faire à vrai dire. Bon. Je n'ai pas l'ambition d'être exhaustif dans cet exposé, et vous pourrez compléter bien entendu. La dynamique de l'évolution chez Teilhard. C'est une phénoménologie de l'évolution. Et on va passer de l'analyse statique à une vision dynamique, bien sûr, de l'évolution, qui pense par interaction, alors ça, tous les spécialistes de la complexité s'y retrouveront, et par union. Et c'est ce que Teilhard va appeler l'union créatrice. Et également par une animation du dedans des choses sur laquelle je reviendrai. Prenons dans son sommaire de la perspective phénoménologique du monde que Teilhard a proposé en 1954, un an avant sa mort, on trouve cette phrase qui illustre la phénoménologie de l'évolution que je suis en train d'introduire. Donc, vous pouvez retrouver la phrase. Il existe, se propageant à contre-courant à travers l'entropie, une dérive cosmique de la matière vers des états d'arrangement de plus en plus centraux compliqués, en direction ou à l'intérieur d'un troisième infini, l'infini de complexité, aussi réel que l'infime et l'immense. Et la conscience se présente expérimentalement comme l'effet ou propriété spécifique de cette complexité poussée à des valeurs extrêmes. Voilà. Donc on a déjà l'infini de complexité. Alors cette présentation est en 1954, mais en fait il a intuité ça depuis très longtemps, depuis les écrits de guerre. Donc l'infini de complexité avec l'infiniment grand et l'infiniment petit, et la conscience comme propriété spécifique de cette complexité poussée à des valeurs extrêmes. Teilhard ne va pas forcément discuter les mécanismes en termes de théorie de l'évolution entre Lamarck et Darwin. Il va faire de la phénoménologie. La diapositive suivante nous montre sa présentation aussi de 1954 sous la forme d'enroulements successifs depuis les particules élémentaires jusqu'à l'homme, et la montée de cette complexité conscience qu'on va continuer d'analyser à travers les systèmes physiques des particules et atomes, les systèmes chimiques avec les molécules en particulier, avec le pas de la vie, le passage au vivant, le pas de la vie et les systèmes vivants, et avec enfin les systèmes humains et le pas de la pensée réfléchie, avec une montée du psychisme qui va prendre forme de préconscience, de conscience et de conscience réfléchie avec l'humain. Il faut voir ceci comme des enroulements successifs
jusqu'à la nappe pensante que sera la noosphère, conjonction des consciences, convergence des consciences, unification des consciences dont je vais parler après. Alors bien sûr que la complexité dépend de l'échelle à laquelle on observe l'objet en question. Par exemple, la complexité de la structure de l'ADN, elle est perceptible à l'échelle des molécules. La complexité de l'ensemble des cellules qui constituent un tissu vivant, par exemple, est à l'échelle du micromètre. La complexité des organes d'un animal est à l'échelle du millimètre. L'ensemble des plantes qui constituent la végétation, c'est à l'échelle du mètre qu'il faut regarder. Et puis, à l'échelle des espèces, c'est à l'échelle des continents qu'il faut regarder. Mais il y a cette montée de la complexité conscience aux différentes échelles selon Teilhard. Le patrimoine génétique, par exemple, est un bon exemple pour montrer que, et Teilhard le sait, qu'il y a à la fois une complexité et une stabilité qui sont en résonance. La complexité d'un système biologique, c'est lié à sa stabilité au cours du temps parce que les systèmes complexes ont plus de chances de posséder des rétroactions qui les stabilisent. Et le patrimoine génétique, justement, d'une espèce oscille au gré des mutations et des remaniements chromosomiques autour d'une position moyenne parce que les variations défavorables sont éliminées. Le fonctionnement du système génome-environnement est ainsi relativement stable au cours des générations. En termes plus précis, on dira qu'il est métastable. Et l'adaptation à un environnement nouveau oblige l'espèce à trouver un nouveau mode de fonctionnement grâce à de nouvelles structures. Voilà, nous sommes dans ce terrain de la montée de la complexité et de la montée de la conscience que Teilhard va traduire par une complexité conscience. La diapo suivante a été souvent présentée par un Hubert Reeves, par exemple, dans les années 1980. Il l'a présentée tout le temps sous forme d'une échelle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la continuité et de la discontinuité dans cette montée de la complexité et resituée dans le cadre du Big Bang, par exemple, pour un astrophysicien. Et avec le cerveau humain comme produit exemplaire de la complexité. Mais vous voyez que cette image, déjà Teilhard l'avait intuitée, on peut dire, dans sa présentation de 1954, mais depuis bien avant. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est une époque où ces éléments de complexité sont encore en élaboration. Et le Big Bang, par exemple, il a des liens avec l'abbé-le-maître, bien sûr, mais ça ne commence qu'en 1930-32, pour ensuite trouver un déploiement dans les années 50, mais Teilhard l'avait en quelque sorte déjà perçu à sa façon. La diapo d'après souligne une des inspirations fortes de Teilhard de Chardin dans sa vision de l'évolution, c'est Bergson dans l'évolution créatrice. Et vous voyez, en 1908, je lis cette phrase, « L'histoire de l'évolution de la vie, si incomplète qu'elle soit encore, nous laisse déjà entrevoir comment l'intelligence est constituée par un progrès ininterrompu, le long d'une ligne qui monte, à travers la série des vertébrés jusqu'à l'homme. Elle nous montre, dans la faculté de comprendre, une annexe de la faculté d'agir, c'est magnifique, une adaptation de plus en plus précise, de plus en plus complexe et souple de la conscience des êtres vivants aux conditions d'existence qui leur sont faites. 1908, là aussi une belle inspiration. J'ai parlé de cette montée, non pas en ligne continue, mais avec des pas, avec des seuils. Et la diapositive suivante est intéressante parce qu'elle vient d'un physicien, Erwin Schrödinger, bien connu dans la physique quantique, et qui s'est lancé aussi dans un écrit qui s'appelle What is Life? Là, je donne la traduction de 1972, mais ce texte date de 1944. Et il est bien conscient, Erwin Schrödinger, en tant que physicien s'intéressant à la vie, c'est assez rare pour le souligner, et il dit tout ce que nous connaissons sur la structure des êtres vivants conduit à penser que leur activité ne peut pas être réduite aux manifestations des lois habituelles de la physique. Il perçoit déjà une forme de complexité du vivant qui lui est spécifique. Et il rajoute, ce n'est pas parce qu'il faudrait faire intervenir une quelconque nouvelle force
du type vitalisme, il n'est pas du tout là-dedans, contrôlant le comportement des atomes dans les organismes vivants, mais c'est parce que leur structure est différente de tout ce qui est étudié dans les laboratoires de physique. Et Schrödinger dira, on retrouvera certainement des lois de la physique, mais avec une organisation autre, signifiant à sa manière ce pas du vivant, ce pas de la vie. C'est intéressant aussi de voir comment en 1944, Schrödinger s'exprime là-dessus. La diapositive suivante, nous reprenons ce que Teilhard dit sur cette dynamique de l'évolution et on va commencer à comprendre pourquoi il la voit du dedans des choses. C'est très important pour lui. Il dit, le monde au cours de ma vie, par toute ma vie, s'est peu à peu enflammé à mes yeux jusqu'à devenir autour de moi entièrement lumineux par le dedans. Et donc une vision déjà de par le dedans. La vie n'est pas une combinaison fortuite d'éléments matériels, un accident de l'histoire du monde, mais la forme que prend la matière à un certain niveau de complexité. Il a ce lien entre matière et inerte et matière vivante, déjà, que prend la matière à un certain niveau de complexité, une matière animée du dedans. Et il ajoutera un peu plus loin, s'agissant de l'homme, à moins de se résoudre à admettre que le cosmos est une chose intrinsèquement absurde, la croissance de l'esprit, avec un petit e ici en fait, même si parfois il met une majuscule, c'est bien l'esprit de l'homme, doit être tenue pour irréversible. L'esprit dans son ensemble ne reculera jamais. Voilà, dans cette montée de la complexité conscience, c'est la matière animée du dedans qui va se déployer avec des seuils et des pas. Et la diapo suivante arrive à cette profession de foi, si je puis dire, de Teilhard, qui commence par des je crois, et que nous prenons dans chacun de ces étages, si je puis dire. Je crois que l'univers est une évolution, c'est ce qu'on vient de décrire. Je crois que l'évolution va vers l'esprit, c'est ce qu'on vient de suggérer. Je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en du personnel, et c'est ce que nous allons regarder ensuite. Et je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Là, on va retrouver les trois dimensions phénoménologiques, avec le scientifique, avec la métaphysique sur le sens et avec la foi chrétienne. Donc je crois que l'univers est une évolution. Eh bien, nous en avons déjà décrit un certain nombre d'éléments et du coup, nous allons pouvoir regarder, Teilhard, l'évolution et la dynamique même de la matière qui trouve son expression la plus manifeste dans le développement de la vie. Il y a déjà donc du dedans de la matière une relation, une forme de pré-psychisme, on pourrait dire, dans la matière, qui en est comme agitée, selon Teilhard. Cette intuition lui vient de son analyse en fait du vivant, qui lui fait voir l'action du psychisme dans la corpusculisation, c'est-à-dire dans les systèmes physiques, dans la formation des molécules, par cette union créatrice, par cette relation qui est une forme de pré-psychisme pour lui, les systèmes chimiques, et dans la vie elle-même, bien sûr, dont la montée en complexité s'accompagne justement de psychisme, de manifestations psychiques de plus en plus riches avec l'ensemble des vivants. Et enfin, dans l'apparition chez l'Homo sapiens, dans le système humain, de la conscience réfléchie qui conduira à la grande évolution culturelle dans ce qu'il va appeler la noogénèse. Donc, on est bien dans un passage cosmogénèse, biogénèse, noogénèse, et c'est là que s'opère la jonction avec l'esprit. Pour lui, l'évolution biologique portant en quelque sorte la spiritualisation sous l'angle de l'esprit graduelle du monde. Et devant ce constat d'une montée de complexité doublée d'une montée de conscience, Teilhard intuite la complexité conscience. La matière donc n'est pas un simple assemblage cohérent de particules, elle possède un dedans relationnel quelque part, qui ne deviendra perceptible sous forme de psychisme et d'esprit que progressivement. C'est ce dedans qui s'exprime de plus en plus jusqu'à devenir conscience en l'homme. On sait aujourd'hui que l'information est au centre des régulations des systèmes vivants, comme le disait déjà François Jacob dans son livre La logique du vivant. Il avait cette belle phrase, là où l'énergie est ce qui fait,
l'information est ce qui dirige. Il y a quelque chose de ça déjà intuité chez Teilhard. On peut dire que Teilhard pense aussi à une forme d'information structurante à travers cette union créatrice déjà présente dans la matière dès le début de l'univers. C'est son concept d'esprit-matière, d'où il induit sa loi de complexité-conscience avec un principe d'émergence et les pas de la vie et les pas de la pensée réfléchie. Et lui qui a connu les débuts de la cybernétique, il voit justement la noosphère en train de se construire dans ce système de relations, de convergence des consciences et des psychismes et d'unité de ces consciences. Et bien, il le voit dans l'interconnexion des hommes entre eux, dans les regroupements sociaux, on pourrait dire. Il les voit aussi dans les outils comme la cybernétique, dans les systèmes qu'on appelle aujourd'hui artificiels, et dans l'élaboration, évidemment, de tous les symboles dans les systèmes symboliques. Donc, systèmes symboliques, systèmes sociaux, systèmes artificiels participent pour lui à cette convergence des consciences. Teilhard en discerne à chacune des étapes donc une évolution dans cette noogénèse. Il essaye d'en dresser les perspectives d'avenir. Et vous voyez dans la cybernétique une magnifique planétarisation possible et une connexion entre les humains, bien sûr, mais aussi les limites. Et on pourrait dire aujourd'hui une forme d'éthique de ces technologies, en particulier de communication et de lien. Je voudrais insister dans cette montée cosmogénèse, biogénèse, noogénèse, et en particulier dans la noogénèse, le plus évident de la matière, à savoir son extériorité dans son expansion. Le radial, c'est plus subtil, désigne, d'après l'évolution qui s'y opère, un pouvoir d'organisation interne immanent, dont le moindre atome de matière et plus encore toute cellule de vie est pourvue. Il est dès lors possible de dire que les forces ou les énergies tangentielles de développement et d'extension se voient alors dans une durée longue, de plus en plus soumise aux énergies intériorisantes de radiation, énergie radiale, d'organisation, sous forme de complexité grandissante. On peut comprendre qu'apparaissent ainsi au sein de la matière une organicité évolutivement aléatoire et en même temps historiquement située, qui donne naissance aux formes diversifiées de la vie. Et grâce à celle-ci, peut émerger un jour une propriété depuis longtemps latente qui s'affirmera peu à peu irréversiblement. Elle le fera en recevant dans l'homme toute cette densité planétairement possible, sans que ce ne soit jamais oublié les conditions matérielles de son apparition. Et ainsi, Teilhard ainsi s'expliquait au fil des temps géologiques la montée tenace, irréversible de la cérébration et de la conscience à la surface de la Terre, et ainsi prenait sa pleine signification à ses dieux, le phénomène hominisant de la réflexion, point critique cosmique, inévitablement rencontré et traversé à un moment donné par toute matière portée à un certain excès de température psychique et d'organisation. Il dit ça dans le cœur de la matière. Et il rajoute dans ce même livre, biologiquement parlant, le groupe zoologique humain se développe sur une surface fermée, il se comporte comme s'il croissait sur une terre en voie de continuel rétrécissement, ce qui a pour effet de le soumettre à un serrage de plus en plus violent sur lui-même. C'est pourquoi nous sentons s'aggraver tous les jours, en nous et autour de nous, l'antagonisme entre les forces tangentielles qui nous assujettissent les uns aux autres et les aspirations radiales qui nous pressent d'atteindre le fond incommunicable de notre personne. Ça vaut vraiment le coup de méditer sur ces magnifiques phrases. Voilà, cosmogénèse, biogénèse, noogénèse, je crois, donc en cette dynamique de montée. Ensuite, Teilhard va davantage regarder du côté de la montée de cette union créatrice en l'homme, nous montre cette phrase intéressante de ce côté-là, à l'opposé de ces groupements massifs, organiques, où les éléments se confondent et se noient, la nature se révèle pleine d'associations construites
régi organiquement par une loi juste inverse, négantropie, on pourrait dire. Dans le cas de pareilles unités, le rapprochement des éléments ne tend pas à annuler leurs différences, ça c'est très important, il les exalte au contraire. En tout domaine expérimental, la véritable union, c'est-à-dire la synthèse, ne confond pas, elle différencie. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout dans l'univers, nous dit Teilhard, se fait par union et fécondation, par rassemblement des éléments qui se cherchent et se fondent deux à deux et renaissent dans une troisième chose. Et il dit, ma foi la plus chère est que quelque chose d'aimant constitue la nature la plus profonde de l'univers en expansion. C'est cette fameuse relation psychique du démarrage qui n'est évidemment pas de l'amour conscient et qui va pouvoir le devenir dans les relations humaines en particulier. Alors, je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en du personnel, ça c'est la deuxième proposition de Teilhard, et celle-là, elle peut se comprendre à partir de ces citations que nous venons d'avoir. Teilhard écrit en 1934 à Henri de Lubac, « Il ne saurait y avoir d'unification vraie hors d'une fusion personnalisante des éléments au sein d'un maximum de conscience, c'est-à-dire d'un maximum de personnalité. Voir dans la personne la forme prise par l'esprit chez l'esprit humain, donc, qui permet à Teilhard de mieux comprendre comment toute l'évolution de la génogenèse peut être décrite. Pour Teilhard, en effet, l'union, on l'a dit, différencie, elle est créatrice, comme il l'écrit déjà depuis 1917. Hein. L'union créatrice ne fond pas entre eux les termes qu'elle groupe, elle les conserve, elle les achève même, y compris lorsque c'est dans un troisième. Ainsi, par l'union vivante de toute la richesse des singularités particulièrement humaines, hein, bien sûr, lorsqu'on est dans la noogénèse va permettre à ces unions humaines de continuer de faire progresser la conscience collective, à commencer évidemment dans les sociétés humaines par les familles et les groupes qui la constituent, vers un maximum de conscience et d'esprit. Le principe de l'intelligence collective est de là, mais quels sont les ingrédients qui vont permettre une réussite, car ce n'est pas parce qu'on met en interaction des individus que l'on a forcément une montée de conscience, on le constate tous les jours. C'est pour ça qu'il serait intéressant de continuer ensuite à voir quels sont les ingrédients de ces forces de radiation, de ces forces de communion. La diapositive suivante nous indique déjà le sens de cette union et de cette différenciation. Du point de vue expérimental, dit Teilhard dans le phénomène humain, qui est le nôtre, la réflexion, ainsi que le mot l'indique, est le pouvoir acquis par une conscience de se replier sur soi et de prendre possession d'elle-même comme d'un objet doué de sa consistance et de sa valeur particulière. Non plus seulement connaître, mais se connaître. Non plus seulement savoir, mais savoir qu'on sait. Par cette individualisation de lui-même, au fond de lui-même, l'élément vivant, jusque-là répandu et divisé sur un cercle diffus de perception et d'activité, se trouve constitué pour la première fois en centre ponctiforme où toutes les représentations et expériences se nouent et se consolident en un ensemble conscient de son organisation. Évidemment, il faudrait prendre le temps de bien travailler tout cela. La phrase suivante, considérée dans sa totalité zoologique, l'humanité offre le spectacle unique d'un phylum se synthétisant organo-psychiquement sur lui-même, une corpusculisation et une centration sur soi de la noosphère comme un tout. La noosphère qui est constituée d'individualités pensantes et qui doivent entrer justement dans la profondeur radiale d'une communion et non pas simplement dans une interaction de conscience, et non se contenter d'une agrégation d'individus sous les poussées tangentielles de l'histoire, qu'elles soient démographiques, technologiques, économiques ou communautaristes. C'est pourquoi, pour lui, les relations humaines doivent se faire de centre à centre, ce centre ponctiforme,
et c'est la condition évidemment d'une progression et d'une montée de la conscience collective. Voilà, je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en du personnel. Voilà, la phase suivante, c'est je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Alors, pour bien aborder cette phrase-là, c'est important de dire comment le croyant, le chrétien, Teilhard, voit l'action divine. Ça, c'est très important, et en particulier par les temps qui courent sur Science et Foi. Je prends des phrases de Teilhard. Là où c'est Dieu qui opère, il y a bien une action de Dieu pour lui, bien sûr, il nous est toujours possible, en restant à un certain niveau, de n'apercevoir que l'œuvre de la nature. Par exemple, si je me situe comme en biologie et que je vois l'évolution entre hasard et nécessité, je ne vois pas l'action de Dieu pour Teilhard. En tout cas, pas à ce niveau-là. La cause première, Dieu pour lui, ne se mêle pas aux effets. Dieu n'est pas un interventionniste qui va modifier les lois de la biologie. Elle agit sur les natures individuelles et sur le mouvement de l'ensemble. Elle a bien une action, mais une action qui est de l'ordre de l'exister. Et il a cette phrase magnifique, hein, bien connue, Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait que se fassent les choses. Très important de voir la manière dont Teilhard situe l'action divine, qui du coup respecte, me semble-t-il, très bien la différence entre ce qu'on va appeler la théologie de la création, par exemple, et puis les théories de l'évolution. La notion de création, justement, dans la Bible, elle affirme que tout ce qui est existe parce que Dieu le fait être. Hein. Et il y a bien une action de Dieu, en effet, que les Actes des Apôtres rapportent de manière brève ici, mais forte. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De l'ordre de l'exister avec une création continue et continuée par l'homme, d'ailleurs, hein, et pas simplement la première chiquenaude initiale. Et la théorie de l'évolution, elle, dans un tout autre ordre, elle repose sur le principe que tout ce qui est apparu dans le cours de l'histoire de la vie est le fruit de transformation et de l'énergie et de la matière. Et donc la question est bien de respecter ces deux domaines, c'est ce que nous avons vu dans les phrases de l'action divine précédemment, et les articuler sans les confondre. Articuler ces deux actions, action du Dieu créateur, action de la nature, sans les confondre. Et c'est ce que Teilhard, à sa manière, tente de faire, bien sûr. Et c'est là qu'il va relier Christologie et évolution, avec notamment cette présentation de la venue du Christ il y a 2000 ans, événement central, bien sûr, dans l'histoire, pour lui. Il ne fallait rien moins, cette belle phrase bien connue, il ne fallait rien moins que les labeurs anonymes et effrayants de l'homme primitif et la longue beauté égyptienne et l'attente inquiète d'Israël et le parfum lentement distillé des mystiques orientales et la sagesse sans foi raffinée des Grecs pour que sur la tige de Gessé et de l'humanité, la fleur pût éclore. Toutes ces préparations étaient cosmiquement, biologiquement nécessaires pour que le Christ prît pied sur la scène humaine, et tout ce travail était mu par l'éveil actif et créateur de son âme, en tant que cette âme humaine était élue pour animer l'univers. Quand le Christ apparut entre les bras de Marie, il venait de soulever le monde. Le Christ qui s'insuffle dans l'étoffe humaine, si je puis dire. Et je crois que le personnel suprême est le Christ universel. Le processus d'union créatrice agit comme un mouvement de rassemblement des personnes dans une quête d'harmonie dont l'amour est le ciment et qui converge vers le centre des centres, vers un attracteur, on pourrait dire aujourd'hui, que Teilhard va appeler le point oméga, reprenant en cela la vision de Saint Jean dans l'Apocalypse. Le Christ incarné il y a 2000 ans se déploie dans le cosmos tout entier en Christ universel de alpha à oméga, et c'est ce fameux point oméga de l'Apocalypse. Pour pouvoir rassembler et unir des personnes vivantes, ce centre des centres doit posséder au final toutes les caractéristiques d'un ultra-humain. Il ne doit pas être quelque chose, mais quelqu'un, et on le comprend dans cette
vision de Teilhard de la montée de la complexité conscience. Et Teilhard reconnaît alors dans ce point oméga tous les attributs du Christ universel de Saint Paul et de Saint Jean, et il postule que ce point, il ne démontre pas que ce point de convergence de l'évolution oméga et cet oméga de l'Apocalypse ne font qu'un. Évidemment, c'est sur le plan d'une intuition scientifique de convergence de l'univers et sur le plan de sa foi, de point oméga de Saint Paul et de Saint Jean, qu'il se situe. D'ailleurs, il le dit bien dans le phénomène humain, l'univers s'achevant dans une synthèse de centres, en conformité parfaite avec les lois de l'union, Dieu est le centre des centres. Dans cette vision finale, évidemment, la vision chrétienne prend une place majeure, exactement et si bien le point oméga que jamais sans doute je n'aurais osé envisager ou formuler dans cette hypothèse qu'il est en train de montrer dans la montée de la conscience. C'est parce que elle est pour moi une réalité, il est pour moi une réalité vivante que je peux le proposer dans ce système de montée de complexité conscience et s'exprime Teilhard. Et évidemment, avec cet acte de foi qu'il pose, hein, pas tout de suite, cet acte de foi qu'il pose, tout s'éclaire. Pourtant, et c'est par la raison, hein, son système évidemment a une cohérence. Il suppose les trois plans que je vous indiquais tout à l'heure en synthèse, le plan de la phénoménologie de la biologie, le plan de la métaphysique avec la finalité et le plan de la foi chrétienne. Ce point oméga, il dispose évidemment, parce qu'il est l'attracteur d'un pouvoir de rétroaction en deux directions. Une rétroaction en direction du cosmos et de la nature. Attention, comme il l'a bien dit, oméga ne va pas se superposer, ne va pas interférer plutôt avec les causes naturelles, il ne se mêle pas aux causes naturelles. Dieu, à proprement parler, ne fait pas, il fait que se fassent les choses. C'est un point d'attraction et nous trouvons ici évidemment des positions et des postures plutôt de l'ordre de la création en termes d'existence et pas du tout en termes d'intelligent design à l'intérieur du monde directement. Hein. Pour Teilhard, oméga est présent à chaque moment de l'évolution, mais sans que l'on puisse jamais mettre en évidence son action au moyen d'une analyse scientifique. Ça ne se voit pas sur ce plan-là. Rétroaction donc en direction du cosmos et de la nature et rétroaction en direction de l'homme. Du moins, ça ne se voit pas directement. Rétroaction en direction de l'homme parce qu'il va appeler l'amorisation de l'ensemble de l'univers. Oméga se communique directement d'esprit à esprit. Si oméga existe réellement, dit-il, il est difficile de concevoir que son suprême ego ne se fasse pas directement sentir comme tel à tous les égos incoatifs de l'univers. De ce point de vue, la vieille et traditionnelle idée de révélation reparaît ici, se réintroduit cette fois par voie d'énergétique évolutive en cosmogénèse. Voilà. L'évolution universelle, la loi de complexité conscience, le point oméga, voilà la triade armature de la cosmovision de Teilhard de Chardin. Pour conclure, je vais citer deux personnes intéressantes dans ce qu'on vient de dire, situées à des plans différents. Le premier, c'est Jean Ladrière, un physicien belge qui a beaucoup travaillé sur les relations entre science, philosophie et théologie et qui est un adepte, si je puis dire, de l'incomplétude de tout scientifique et de toute approche scientifique. Il a travaillé notamment sur les systèmes de Hilbert. Et il a cette phrase qui est très intéressante à mettre en regard avec ce que nous venons de proposer chez Teilhard. Si le cosmos est devenir qui se finalise, émergence incessante, il comporte dans sa structure même une indétermination qui appelle une résolution au niveau d'une force instauratrice capable d'agir sur le tout comme tel, qui doit pour cela se situer sur la limite du monde. C'est intéressant de situer la vision de Teilhard avec le point oméga dans cette phrase-là. Le point oméga qui se situe comme point de convergence du monde et
comme point de transcendance de l'attraction du Christ universel à la limite du monde, justement. Particulièrement intéressant de méditer cela. Et puis une deuxième phrase, la diapositive d'après, de Maurice Zundel, qui est un philosophe chrétien, un prêtre suisse, qui lisait les textes de Louis de Broglie, scientifique, directement, donc il avait une belle formation scientifique. Et dans cette vision de l'évolution, il a cette phrase magnifique: « L'homme est un animal qui est appelé à naître à son humanité. Il a ses racines biologiques dans le sol, dans l'humus. Il doit aspirer les forces de la nature pour les faire monter vers le ciel et vers l'amour. Pourtant, les racines de l'homme, de la personne humaine, ne sont pas en arrière, dans son moi préfabriqué, fruit de l'évolution, on pourrait dire. Elles sont en avant de lui, on pourrait dire avec Teilhard. Elles sont attirées par le point oméga dans une personnalisation et dans une communion des consciences. » Oui, il y a un vrai chemin, non pas de perfection pour faire un surhomme qu'on appellerait un cyborg invulnérable comme dans certains groupes aujourd'hui, mais il s'agit davantage d'un accomplissement humain personnel et collectif. Voilà une belle vision à discuter. Merci beaucoup. En fait, la pensée de Teilhard de Chardin est influencée par sa foi, qui oriente toute sa pensée. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui est scientifique et qu'est-ce qui est la foi dans Teilhard de Chardin? Alors, c'est bien pourquoi j'ai commencé par vous dire qu'il y avait les trois plans, pas que deux d'ailleurs. Il y a le plan de la phénoménologie, il y a le plan de la métaphysique et de la finalité, et il y a le plan de la foi. Et en effet, on peut concevoir que l'univers puisse converger, mais il y a des modèles d'univers aujourd'hui qui convergent, des modèles d'univers qui divergent, sans faire appel à la foi. Donc, il y a bien un aspect qui est plutôt de l'ordre d'une discussion scientifique. Évidemment, quand on fait de ce point de convergence de l'univers, qu'on l'assimile au point oméga, eh bien là, il y a une interaction, bien sûr, entre une vision de foi et une vision scientifique. Et on va retrouver ces trois plans avec la finalité à chaque instant. Il y a bien dans sa description générale, si on peut reprendre la troisième diapositive, dans sa discussion générale, voilà, de ce dessin-là peut être fait c'est un dessin d'ordre de la phénoménologie que l'on peut comprendre scientifiquement. Après, bien sûr, quand on introduit les questions de conscience, eh bien, on est à la limite, mais aujourd'hui, les neurosciences travaillent justement l'émergence de la conscience dans le vivant. Donc, on est bien sur une partie scientifique, mais en même temps sur une partie métaphysique, je pourrais dire. Et évidemment, quand on met un attracteur oméga, on va se situer sur le plan de oméga, le Christ universel, on va se situer sur un plan de la foi. Donc, on a bien une articulation entre trois dimensions et c'est ça qui fait une synthèse et c'est ça qui est très intéressant. Et évidemment, après, c'est difficile. La cohérence de l'ensemble se voit à partir de la fin, si je puis dire, à partir du point oméga. Mais n'oublions pas que Teilhard a lui-même intuité ça à partir de son expérience de scientifique, à partir de sa réflexion métaphysique et en cohérence avec sa foi. Merci beaucoup. Ah, il y a une question. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur la complexité conscience au niveau des particules élémentaires dont il a été question tout à l'heure? Alors, comme je l'ai dit peut-être rapidement, la matière animée du dedans et qui va se déployer avec un psychisme croissant, qui va aller jusqu'à l'esprit. Alors évidemment, qu'est-ce que c'est le psychisme des particules élémentaires? Ce pré-psychisme, j'ai appelé comme ça, c'est de l'ordre de la relation et de cette fameuse union. Il y a un principe d'union
que Teilhard appelle l'union créatrice. Il y a donc un principe de relation, et évidemment qui est très primaire, je dirais, entre les particules, entre les atomes, entre les molécules, hein, qui est évidemment pas conscient et qui est très primaire, qui est de l'ordre du rapport, puis de la relation, et de la relation qui fait monter justement la complexité. Hein. Donc, ce n'est pas une simple interaction, c'est bien une union, et une union différenciatrice qui déjà s'opère à cette échelle-là. Hein. Et c'est ce qu'on peut dire, ce qu'on peut appeler par du pré-psychisme ou de la relation. Et ce psychisme va progressivement, avec la montée de la conscience, devenir conscient chez les êtres vivants et bien sûr chez l'homme avec une conscience réfléchie. Et ce psychisme va pouvoir être ce lieu de convergence des consciences et cette unité des consciences. Et dans cette unité des consciences, c'est un psychisme collectif encore plus riche qui germe, attiré par le Christ universel. Mais déjà à l'œuvre dès le début de l'évolution, même s'il n'y a pas de conscience, bien sûr. Merci Thierry.